Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Radioscope. Oui, en effet, un nouvel épisode de Radioscope, mais un premier pour l'été, qui s'explique par certains problèmes techniques, problèmes que je viens de vivre, même si vous ne l'avez pas entendu, problèmes techniques et aussi le fait que je n'ai pas eu beaucoup de vos questions, enfin, ce qui alimente peu la possibilité de faire ces capsules. Donc, je vous invite tous et toutes à m'envoyer des questions afin de nourrir cette capsule. D'ailleurs, donc je vous adresse la parole aujourd'hui en abordant certaines questions que vous m'avez envoyées. Certains d'entre vous se diront peut-être, mais j'avais envoyé une question, il n'a pas répondu à ma question aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est que je divise un peu les questions en divers thèmes que j'aborderai dans les capsules de la semaine prochaine et l'autre suivante. Donc, ne vous inquiétez pas, si votre question ne trouve pas de réponse aujourd'hui, elle en trouvera la semaine prochaine. Alors, assez parlé, rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai une première question, on me dit, je constate que les acteurs peuvent parfois être des institutions, en même temps, les institutions peuvent parfois être des instruments du gouvernement. Est-ce juste? Oui et non. C'est-à-dire, oui, dans le sens où si on regarde d'un processus de politique publique à l'autre, effectivement, certains éléments peuvent être tantôt instruments, tantôt institutions, ou tantôt acteurs, et tantôt institutions. Donc, comment on voit ça? Prenons d'abord le cas de instrument versus institution. L'exemple, je trouve, le plus probant est bien celui d'une loi. Alors, une loi peut à un moment donné être institution et à un moment donné être instrument. Donc, prenons la loi sur l'environnement, par exemple. Si cette loi permet au gouvernement du Québec d'empêcher la construction d'immeubles résidentiels ou commerciaux aux abords, disons, de zones protégées, eh bien ici, la loi agit à titre d'instrument d'une politique. Alors, nous avons une politique dans laquelle le gouvernement s'engage à protéger des aires particulières et pour se donner le pouvoir de le faire, il adopte une loi, la loi sur l'environnement, et qui lui permet donc de sanctionner, d'interdire, de limiter le territoire où pourront être bâtis des immeubles résidentiels ou des immeubles commerciaux. Donc ici, la loi est un instrument parce qu'elle permet la mise en œuvre d'une politique. La même loi peut servir d'institution, par exemple, si des groupes veulent contester un projet et demandent à ce que des consultations publiques soient tenues au sujet de ce projet. À ce moment-là, la loi dit que les groupes doivent en faire la demande auprès du BAP, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Alors ici, comme la loi vient contrôler l'action des acteurs ou enfin encadrer l'action des acteurs, elle agira comme institution. On peut voir un peu la même chose dans la question entre acteurs et institutions, où pas la loi, mais disons, prenons l'exemple d'un ministère. Le ministère pourrait être tantôt dans un processus public acteur parce qu'il agira dans ce processus de politique publique, alors qu'à un autre moment donné, il sera institution parce que dans le fond, il viendra encadrer l'action des acteurs. Prenons par exemple des communautés autochtones qui veulent faire construire une nouvelle installation d'eau potable, par exemple, ici, ils ont beau militer, ils n'auront pas le choix de passer par le ministère, parce qu'il n'y a que le ministère qui peut assurer les autorisations. Bon. En même temps, si on pense à des communautés autochtones qui veulent négocier directement avec le gouvernement leur autonomie gouvernementale, à ce moment-là, le ministère devient un acteur parce qu'il est là à titre de négociateur dans l'entente d'autonomie gouvernementale. Donc, évidemment, comme je vous le disais, on voit que un et l'autre peuvent jouer un rôle ou l'autre rôle, mais tout ça dépend en fait du processus de politique publique, mais jamais un même élément, que ce soit un ministère, que ce soit une loi, ne sera à la fois institution et instrument ou à la fois acteur et institution. Ils seront toujours l'un ou l'autre, mais jamais deux en même temps dans un même processus de politique publique.
Une autre question, cette fois-ci, qui a trait à la cohésion et la cohérence. On dit, pouvez-vous me donner un exemple concret de cohésion et de cohérence pour bien maîtriser les deux termes? Merci. En fait, la cohérence, commençons avec la cohésion. La cohésion, c'est vraiment les liens logiques à l'intérieur d'une même politique publique. Alors, si on prend, par exemple, la politique familiale du Québec, dans la politique familiale, on va avoir un certain nombre d'objectifs. Là, on va vouloir s'assurer, par exemple, que les objectifs répondent bien à la problématique qui a été identifiée dans la politique. Et on voudra aussi que les programmes, que ce soit le programme de CPE, d'assurance parentale, etc., soient logiquement liés aux objectifs. On veut s'assurer que ces programmes-là permettent l'atteinte des objectifs, l'atteinte des résultats souhaités par la politique. Donc ça, c'est ce qu'on entend par cohésion. Alors la cohésion, c'est vraiment à l'intérieur d'une même politique publique. La cohérence, c'est entre des politiques publiques. Alors, par exemple, le gouvernement fédéral qui verse des subventions aux familles et le gouvernement du Québec qui a lui aussi des allocations, un congé de parental, des CPE, tout ça donne une certaine, c'est pas une politique canadienne familiale, mais on voit qu'il y a comme une approche qui se dégage de tout ça entre deux politiques. Alors ce qu'on voudra, c'est évidemment que l'une et l'autre des politiques puissent être complémentaires de façon à ce que l'une et l'autre ne se nuisent pas, ou encore de façon à ce que l'une et l'autre se renforcent. Donc c'est ce qu'on appelle la cohésion. Excusez-moi, c'est ce qu'on appelle la cohérence. C'est cette synergie, ce dynamisme et cette dynamique d'assurer qu'il n'y a pas d'entrave entre les politiques qui fait la cohérence entre les politiques publiques. Toujours dans le même ordre d'idée, on me dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer à l'aide d'exemples la différence entre cohérence interne et cohésion? Eh bien, il n'y en a pas. En fait, ce qui se produit, c'est que moi, j'avais proposé l'idée de cohésion de politique publique parce que la cohérence suppose véritablement toute une dynamique complètement différente de l'idée de cohésion. Alors, cohérence interne, je trouvais que ça sonnait mal quand on parlait par après ça de cohérence verticale, cohérence horizontale, cohérence entre les pays, etc. Où là, vraiment, on cherche à ce qu'il y ait un dynamisme, une synergie entre les politiques, qu'il y ait un renforcement dynamique entre les politiques, que ce soit au sein d'un même État, que ce soit entre des États internationaux ou encore entre des États au sein d'une fédération. Mais il y a cette idée de dynamique. Alors que dans la cohésion, tout ce qu'on cherche, c'est un lien logique. Alors, parler de cohérence interne, je trouvais que ça portait à confusion parce qu'il y avait l'idée de cohérence interne, c'est simplement la logique entre les divers éléments d'une politique publique et non pas cette même idée de synergie. Alors, c'est pour ça que moi, je proposais l'utilisation du terme cohésion. Mais dans les faits, c'est à peu près la même définition. On dit après ça, ma première question porte sur le module 1, les différentes conceptions de la rationalité. Dans les lectures, nous comprenons que les différents types de rationalité se sont développés successivement. Instrumentale, normative et multiple. Dans la pratique, est-ce que le développement des nouvelles formes de rationalité a poussé les décideurs à délaisser les autres formes de processus décisionnels? En fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Évidemment, ici, on aborde la question un peu sous un angle de gestion, alors qu'il faut vraiment l'aborder sous un angle de politique publique. Ce qu'on cherche à comprendre là-dedans, c'est pas tellement comment un seul décideur pense. On n'est pas en train de donner, je dirais, une façon de prendre des décisions rationnelles, comme on verrait par exemple en gestion. En fait, cette discussion-là porte plus sur l'idée de comment les décideurs décident. Alors, le fait qu'on a l'impression que les approches apparaissent successivement, c'est qu'ils apparaissent parce qu'ils critiquent, ils se critiquent l'une par rapport à l'autre. Et c'est pour ça donc que va émerger une nouvelle idée en termes de rationalité. Dans les faits, penser que les décideurs décident de telle façon aujourd'hui alors qu'ils décidaient de telle autre façon avant, c'est une erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois conceptions décrivent aujourd'hui la façon dont les décisions se prennent. Par exemple, les décideurs tentent le plus possible de prendre des décisions ou d'adopter une rationalité qui ressemble le plus possible à la rationalité instrumentale. Mais l'idée de la rationalité normative, c'est de dire, oui, mais on doit prendre acte du fait que malgré ces efforts, il reste qu'il y a des questions de valeur qui entrent en ligne de compte, des questions d'intérêt qui entrent en ligne de compte et que doit prendre
pour acquis le gouvernement, pas pour acquis, mais dont le gouvernement doit tenir compte lorsqu'il prend une décision. Donc, on peut pas être en rationalité instrumentale purement et simplement parce que ces éléments-là existent. Donc, c'est pas l'idée qu'avant on prenait les décisions d'une manière, puis aujourd'hui on les prend d'une autre manière. C'est l'idée que déjà on pensait que c'était comme ça, mais on comprend aujourd'hui que c'est pas de cette façon-là. Au contraire, il y a toute une question de valeur qui vient baliser la prise de décision. La même chose du côté de la rationalité multiple. Ce qu'on dit, c'est pas que la rationalité normative est pas bonne. Ce qu'on dit, c'est qu'elle ne décrit pas toute la réalité. Et qu'en fait, il existe plusieurs types de rationalité ou de discours rationnels, en fait, qui s'affrontent en même temps au sein d'un État. Et donc, que les politiques publiques vont être fondées, puis c'est un peu, vous verrez plus loin, si c'est pas déjà fait, c'est un peu également l'approche de Pierre Muller dans son modèle du référentiel. C'est l'idée de dire qu'il y a un discours rationnel qui va s'imposer sur les autres et qui va influencer beaucoup plus les politiques publiques que les autres discours. Donc, comme on voit, c'est pas que un passe à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'est vraiment l'idée que ça, c'est des modèles qui tentent d'expliquer comment les décideurs prennent des décisions ou quels sont les facteurs qui influencent la rationalité d'une décision. Donc, ça, je dis qu'il fallait le prendre plus sous un angle de politique publique et moins sous un angle de gestion. Après ça, on me pose une petite colle. On me dit, est-ce que l'analogie suivante démontre bien ce que sont les instruments sociologiques? Alors, on dit, la SAC, donc la Société d'assurance automobile du Québec, émet un permis de conduire à un citoyen, qui est un instrument technique. Tout à fait, vous avez raison. S'il se fait arrêter pour excès de vitesse, il perdra des points de démérite. Donc, l'aspect social. Cela démontre que le gouvernement offre la possibilité aux citoyens d'utiliser une voiture pour se déplacer, même s'il contrevient à la vitesse permise, il sera sanctionné de façon incrémentale, tout à fait, c'est-à-dire que selon le nombre d'infractions, il pourrait éventuellement perdre son privilège, alors que le coût annuel du permis sera indexé pour une période d'1 an par offense. C'est une très bonne, un très bon exemple, en effet. Alors, le permis en tant que tel, c'est vraiment un instrument technique. Parce qu'il sert non seulement, en fait, il sert à contrôler, je dirais, les compétences des gens qui sont au volant. Sans permis de conduire, mais ça pourrait être dangereux, voir ce qu'on retrouverait sur les routes au Québec. Donc, le permis de conduire permet vraiment de sanctionner le fait que quelqu'un a les compétences nécessaires pour conduire une voiture. Mais en même temps, si la personne ne respecte pas le code de la route, il y a effectivement ici un autre aspect technique, les éléments de point de démérite. Par contre, il y a un message social derrière ça qui dit attention, vous ne pouvez pas ignorer le code de la route, vous ne pouvez pas faire fi du code de la route de la loi et de mettre ainsi en danger la vie des autres. Et si vous le faites, vous allez devoir subir les sanctions prévues à la loi. Donc, il est là le message social et à ce moment-là, effectivement, je dirais pas que c'est tellement le permis en tant que tel, plutôt que le système de points de démérite associé au permis qui est véritablement ici l'instrument de caractère plus social. Parce qu'il faut comprendre que ce ne sont pas dans tous les États que les permis de conduire sont liés à des systèmes de points de démérite. Par exemple, jusqu'en 92, en France, il n'y avait pas de système de points de démérite associé au permis, même si ça existait déjà au Québec. Alors, c'est arrivé en 92, oui, c'est en 92, où là, on a instauré le système de points de démérite associé au permis en France. Et c'est vraiment ça, dans votre exemple, c'est vraiment ça qui est l'instrument social. Mais c'est un très bon exemple où on voit que l'un peut être à la fois l'un et l'autre. Hein? C'est-à-dire qu'un instrument peut être à la fois social, technique, mais avec une certaine composante sociale. Enfin, la dernière question, on me dit les lectures du module 1 portaient en partie sur la question de l'autonomie des décideurs. J'aurais une question à cet égard. Croyez-vous que la récente crise économique mondiale est venue grandement changer la donne au Québec quant à l'autonomie des décideurs? Au Québec, je dirais que non. Le Québec est encore pas mal maître de ses destinées. C'est sûr que si on regarde en termes de peut-être un peu plus micro, puis qu'on regarde ce qui se passe dans les ministères, c'est sûr que avec la loi 100 par exemple, ça vient limiter en partie le pouvoir décisionnel des décideurs parce que bon, il y a certaines décisions qu'ils pouvaient prendre auparavant qu'ils ne peuvent plus prendre maintenant, par exemple l'autorisation des voyages, des déplacements, etc., parce que la loi vient limiter ça. Mais en même temps, il faut faire attention, il y a toujours eu des lois qui venaient limiter un peu je dirais, le pouvoir d'action, l'autonomie d'action des décideurs. Donc je pense pas qu'au Québec, véritablement, on en soit à dire que la crise
tant que gouvernement minoritaire, évidemment, le gouvernement doit toujours s'assurer d'avoir un minimum de soutien de la part de l'opposition pour être sûr de ne pas tomber. Et bon, l'opposition a toujours le loisir de refuser un projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais hormis ça, il reste que le gouvernement peut encore prendre beaucoup de décisions. Et ça, c'est vraiment et c'est le facteur que je viens d'aborder, c'est un facteur interne et non pas un facteur externe qui viendrait de la crise économique. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est la même chose partout dans le monde? Absolument pas. Si on regarde par exemple la Grèce, si on regarde l'Italie, qui sont des pays qui ont au Canada, le gouvernement aurait pu décider d'avoir un budget moins austère. Il organismes-là, de ces organisations-là. Et donc ici, effectivement, la crise économique vient limiter l'autonomie des décideurs. Ça, c'est très clair. Alors, c'est ce qui va conclure cette capsule pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il me reste encore 2 ou 3 questions. Si jamais vous avez des questions pour la semaine prochaine, ce sera le moment de me les envoyer cette semaine. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine et ben, j'ai au plaisir de lire vos questions.